enregistrement. Donc, c'est juste en bas de l'écran, il y a on a l'interprétation simultanée. Donc, en bas de l'écran, vous avez un petit cercle si vous en avez besoin. Je pense qu'aujourd'hui, ça va surtout en français, mais voilà, au cas où. Donc, oui, Annie, bonjour, hi. Je m'appelle Lila Cashew et je suis la directrice exécutive avec Dohonda Gonso Doje, l'environnement réseau pour la recherche en santé autochtone du Québec. Et nous aimerions commencer ce webinaire par remercier tous nos panélistes qui ont accepté de partager avec nous et avec vous aujourd'hui le travail qu'ils font et leur engagement envers le milieu de la recherche. Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui sont ici en tant que spectateurs et qui partagent notre intérêt à alimenter les discussions portant sur les pratiques prometteuses favorisant les environnements de recherche par et pour les premiers peuples. Et nous nous trouvons actuellement à Tiohtià:ke, territoire non cédé Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par la nation Anishinaabe. Cependant, comme nos spectateurs et nos panélistes proviennent de plusieurs endroits du territoire aujourd'hui appelé Québec et ailleurs, nous vous invitons à partager dans le chat les peuples autochtones qui ont façonné le territoire sur lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et je vais passer la suite à ma collègue Audrey. Oui, excusez-moi. Donc, je vais remarquer un petit parasite. Donc, chez Con, je souhaite mes voisins qui me disent bonjour. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Donc, moi aussi, je suis à Tiohtià:ke, qui est un territoire non cédé Kanien'kehá:ka, aussi fréquenté historiquement par les Anishinaabe. Et on vous souhaite la bienvenue au 8e webinaire de la série des exemples de pratiques de recherche en contexte autochtone. Donc, dans le cadre de la série, on a mis de l'avant en premier temps des projets de recherche qui sont entièrement menés par des communautés, des organisations et des personnes autochtones, mais aussi on met de l'avant des partenariats de recherche entre les milieux académiques et les organisations et les communautés autochtones. C'est ce dont nous parlons dans les deux présentations aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à mes deux collègues, donc à Justine Tremblay, qui était une étudiante à l'époque de Anne-Marie Leclerc, que je vais trouver aussi, qui est une professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elles vont venir aujourd'hui nous présenter le projet qui était l'expérience périnatale en milieu urbain, les paroles des femmes des Premières Nations. Donc, à vous, mes chers collègues. Merci Audrey pour la présentation. Bonjour, quoi tout le monde. Pendant que Justine prépare la présentation, donc comme Audrey l'a présenté, je suis infirmière et j'enseigne au département des sciences infirmières à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis alloctone. Puis aujourd'hui, en fait, la présentation qu'on s'apprête à vous présenter, c'est un projet en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone à Trois-Rivières. Donc, à toi, Justine. Oui, merci Anne-Marie Kwekwe. Bonjour, mon nom c'est Justine Tremblay. Je suis infirmière clinicienne également. Donc, j'étais en effet l'étudiante d'Anne-Marie Leclerc et de Roxane Lemieux qui est avec nous dans l'auditoire. Donc, elles étaient toutes les deux mes directrices de maîtrise. Donc, ça nous fait plaisir d'être présentes aujourd'hui. Donc, on va vous faire une brève présentation. En fait, on va débuter avec une mise en contexte pour vous expliquer un petit peu la nature du projet. Et on aura la chance par la suite de vous présenter les résultats par l'entremise, d'une vidéo. On va pouvoir ensuite faire une courte discussion et une brève conclusion. Donc, en fait, pour vous mettre en contexte du projet,
c'est un projet qui a été réalisé en co-construction avec le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières. Ça fait déjà quelques années, il y a eu une consultation avec les membres, puis bon, plusieurs besoins ont émergé, ont été nommés par les membres, et c'est de là que des femmes ont partagé leur expérience, en fait, lorsqu'elles vont accoucher en milieu urbain, qui avaient des expériences difficiles, retraumatisantes même par moments. Fait que c'est à partir de cette consultation qu'on a décidé en collaboration, en fait, d'aller approfondir un peu cet aspect-là, puis de le mener sous forme de projet de recherche, là, qui était le projet de Justine, elle va vous le dire à l'instant. Exactement, je prends la balle au bon. Donc, en effet, ça a été le projet, là, mon projet de maîtrise qu'on a eu la chance de travailler en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, mais également de 2 collaboratrices autochtones qui ne pouvaient être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Par contre, Jessica Cléry, qui est une de nos 2 collaboratrices, sera avec nous de façon différée par l'entremise de la vidéo qu'on va vous présenter là, dans les prochaines minutes. Donc, justement, avant de vous présenter la dite vidéo, en fait, la vidéo, c'était en fait une initiative qui visait à illustrer les résultats de l'étude, qui était en fait pour répondre à la demande des participantes, mais également du Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières pour présenter les résultats autrement, justement, pour que ça soit davantage vulgarisé. Donc, à travers la vidéo qui a été tournée au printemps 2023, vous allez voir Stéphanie Lebert, qui est une étudiante en sciences infirmières, au baccalauréat en sciences infirmières, ainsi que Jessica Cléry, qui est une de nos collaboratrices autochtones, qui était à l'époque, elle aussi, enceinte. Donc, à travers sa propre expérience, finalement, prénatale, elle vient vulgariser les différents résultats issus des entrevues qu'on a réalisées avec les participantes à l'étude. Donc, la vidéo, elle a été présentée également au Centre d'amitié autochtone le 12 avril dernier. Donc, c'était la première diffusion officielle. Donc, aujourd'hui, ce sera la deuxième diffusion finalement de la dite vidéo. Donc, je vais cesser mon partage pour permettre à Anne-Marie de partager son écran. Audrey, là, ça m'a pas. Je vais recommencer parce que là, ça ne m'a pas demandé pour le son. Sinon, vous n'entendrez pas le son. Ah, OK, je l'ai vu. Attendez. À chaque fois, on l'oublie. Voilà. Partage le son. Là, ça va bien aller. Donc, je vous mets ça en plein écran et la vidéo dure une quinzaine de minutes, là, fait que c'est pas très long. Puis après ça, on va vous revenir avec un peu une discussion de ces résultats-là. Comment nos participantes au Centre d'amitié, quand ils ont vu cette vidéo-là, comment elles ont réagi aussi. Fait que on vous laisse visionner. Attention, il est possible que certains passages de cette vidéo suscitent certaines émotions négatives. Les propos rapportés sont issus de l'expérience de notre collaboratrice Jessica Cléry, mais également de 10 autres femmes des Premières Nations. Vous aurez un code QR à la fin du générique pour accéder à l'ensemble des résultats. Je me dis que, tu sais, il n'y a pas une seule femme qui devrait vivre ça. C'est comme si il fallait juste que ce que je fasse, que ce que le médecin me demandait. Je m'appelle Justine Tremblay, je suis infirmière et aujourd'hui, on vous présente mon projet de maîtrise. Donc, le projet émerge d'une consultation au Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières qui a eu lieu en 2019, qui visait à connaître en fait les besoins qui étaient non répondus par la clientèle autochtone en milieu urbain. Donc, lors de cette consultation-là, il y a eu des besoins qui ont été énoncés en lien avec la périnatalité. Donc, le projet, dans le fond, émerge de ces besoins-là.
Donc, à l'aide de deux collaboratrices autochtones, donc notamment Jessica, que vous verrez un petit peu plus tard, ainsi qu'Eden Wizino également, qui a participé au projet, et toujours en collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières, eh bien, on a consulté 10 participantes, 9 Atikamekw et 1 Abénaquise, qui nous ont partagé leur expérience périnatale, ainsi que l'accompagnement qui était souhaité par les professionnels de la santé lors de leur grossesse. Coucou Jessica. Coucou Justine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En fait, si c'est possible pour toi, peut-être en commençant à te présenter un petit peu. Oui, dans le fond, Kwekwe, Jessica Njinkazon, Obudunoskwaunin, Atikamekw. Je m'appelle Jessica Cléry. Je viens de la nation Atikamekw d'Obidjouan. Dans le fond, je suis ici aujourd'hui pour pouvoir discuter avec toi de mon implication, là, de ma participation pour le projet dans lequel on a travaillé ensemble depuis 3 ans. Oui. Alors, Jessica, comment ça s'est passé, tes grossesses antérieures puis ta grossesse actuelle? Mes grossesses antérieures, dans le fond, moi, j'ai eu un fils, j'avais 17 ans. Ouais, c'est ça. Puis j'ai eu une fille à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, mon fils a 21, ma fille va avoir 17 ans. Puis là, aujourd'hui, moi, j'ai 38 ans, puis je te dirais que c'est vraiment différent là, de mes 2 premières grossesses parce que j'étais plus jeune, tu sais, mon corps aussi était plus capable j'imagine, de pouvoir endurer une autre personne dans mon corps. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile, tu sais, mais en même temps, je suis plus consciente. Tu sais, je suis plus consciente que, tu sais, de faire attention à moi, de prendre soin de moi, de me respecter, de respecter mes limites. Aussi, je suis plus consciente aussi au niveau au niveau de le culturel. J'ai au niveau culturel que maintenant, tu sais, j'ai tendance à pouvoir plus m'affirmer, je dirais. Que j'ai pas peur de m'affirmer, tu sais, de pouvoir, tu sais, faire des demandes, puis tu sais, de trouver des moyens pour que mes demandes soient respectées. Tandis que quand j'étais plus jeune, ben, tu sais, moi, j'arrivais chez le médecin, puis c'était comme bing bang, tu sais, on fait ça, puis on m'expliquait pas. Tu sais, on m'expliquait pas que là, OK, aujourd'hui, on va faire ça. Aujourd'hui, tu sais, ton bébé il est rendu à tu sais, tel centimètre. Tu sais, on prenait pas le temps de m'accueillir puis de m'informer sur mes suivis de grossesse. Puis ça, j'aurais aimé ça. Puis tu sais, aujourd'hui, maintenant, ben, avec le médecin qui me suit pour mon suivi de grossesse, lui, il a déjà travaillé chez les CRI. Je vois qu'il y a plus d'ouverture à la culture autochtone. Puis je vois que, tu sais, j'ai pas peur de lui poser des questions. Tu sais, que c'est pourquoi qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que c'est possible de m'expliquer, puis comment que mon bébé va. Fait que je suis comme plus en confiance, je suis comme plus rassurée aussi. Oui. Fait que la différence entre les deux, ben, je dirais que je sens que cette grossesse-ci, je suis plus en contrôle, je suis plus rassurée, puis j'ai plus confiance en moi. Jessica, quels étaient tes besoins lors de tes dernières grossesses, puis même lors de ta grossesse actuelle? Est-ce qu'il y a des besoins que tu avais à ce moment-là? Oui, dans le fond, avec ma première grossesse, comme je disais tout à l'heure, tu sais, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse plus m'expliquer davantage, tu sais, c'est quoi ça consiste, la grossesse, tu sais, quand tu es rendu à tel nombre de semaines, qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines, qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais, quand est-ce que tu vas sentir le bébé, tu sais, parce que des fois, je sentais comme un choc, puis là, je me disais, hey, c'est quoi, tu sais, j'avais peur, je pensais que c'était un danger, puis je l'ai su comme plus à ma deuxième grossesse, que, tu sais, c'était quoi, tu sais, les petits chocs que je ressentais, que c'était le bébé qui bougeait, puis que c'était normal. Puis, j'aurais aimé ça aussi, tu sais, qu'on me montre des images, tu sais, qu'on puisse m'expliquer, tu sais, comment ça allait se dérouler à l'hôpital, puis surtout,
quand c'était le temps de vérifier le col. Ça avait été un choc pour moi. Quand le médecin m'a demandé de baisser mes pantalons, puis là, je me disais, crime, comment ça? C'est quoi qui va se passer? Puis, c'est comme si il y avait juste... c'est comme si il fallait juste que ce que je fasse, que ce que le médecin me demandait, sans m'expliquer d'abord à quoi consistait ce qui allait se passer après. Fait que, ça, j'avais trouvé ça difficile. Puis de la façon que je l'avais vécu, c'est comme si... c'est comme si, à cause que je suis autochtone, ben, t'as pas de toute façon, tu comprendras pas. J'ai pas à t'expliquer quoi faire. Fais juste ce que je te dis de faire. Fait que c'est comme ça que je l'ai vécu. T'as le droit de dire non. T'as le droit d'être informé. Puis t'as le droit de mettre tes limites. Puis que les autres respectent aussi ces limites-là. Fait que tout ce qui est en lien avec les explications, finalement, c'est des besoins que tu avais qui n'ont pas nécessairement été répondus lors de tes grossesses. Oui. Ok. Oui, puis je pense que chaque femme devrait vivre une grossesse, c'est une bonne expérience, retirer une bonne expérience de la grossesse parce que c'est important. Tu donnes la vie, c'est sacré. Puis je pense qu'on devrait garder des bons souvenirs d'avoir porté la vie, puis aussi en la donnant. Mm. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as aimés dans ton suivi de grossesse? Actuellement, oui. Ce que j'ai aimé, c'est justement que le médecin qui fait mon suivi de grossesse actuellement ait pu travailler dans une communauté autochtone, fait qu'il est déjà imprégné de la culture cri, puis qu'il a déjà des connaissances de base. Puis quand que je lui ai demandé aussi, là, comment que je souhaiterais que l'accouchement se déroule, ben, il s'est montré tout de suite ouvert, tu sais, puis, tu sais, il a tout de suite démontré de l'ouverture face à mes demandes, puis il était curieux aussi, tu sais, il voulait savoir, OK, ben, combien de temps tu souhaiterais que le bébé s'aille accrocher au placenta. Fait que quand il m'a demandé ça, j'ai dit, hey, c'est une bonne question, tu sais, mais inquiète-toi pas, je veux pas qu'il s'aille accrocher là pendant des semaines, là. Fait que dans le fond, de ce que j'en comprends, ce que tu as aimé, c'est vraiment l'ouverture, qu'il soit à l'écoute de tes demandes, qu'il te pose des questions par rapport à ce que tu veux et non pas qu'il t'impose. C'est Oui, un peu comme tu l'expliquais tantôt, là. oui, exactement. OK, super. Quelles sont tes attentes par rapport aux professionnels de la santé? À chaque fois qu'on est à l'hôpital, on se demande tout le temps, bon, OK, quelle infirmière que je vais pogner, quel médecin que je vais rencontrer, qu'est-ce qui va arriver, tu sais, l'attitude qu'il va avoir, le ton qu'il va utiliser, tu sais, c'est quoi l'approche aussi qu'il va utiliser pour venir me parler. Est-ce qu'il va me prendre pour quelqu'un parce que je suis autochtone, ben, j'ai pas besoin de lui expliquer. Mais, tu sais, on comprend. On comprend. Il faut juste prendre le temps d'expliquer. Puis, on n'a pas besoin d'un jargon médical, de mots difficiles. Juste utiliser expliquer simplement les choses. Puis, qu'est-ce qu'on attend de toi? Puis, regarde, la plupart du temps, nous, OK, bon, ben, regarde, c'est ce qu'on attend de moi, ben, c'est correct, tu sais, on le fait. On n'a pas à... On veut pas de conflit. Tu sais, tout ce qu'on veut, c'est qu'on s'aille bien traiter, d'avoir des bons soins, un bon service. Puis la plupart du temps, ça se déroule bien. Mais c'est vrai que, tu sais, quand on reçoit quelqu'un qui est agressif, qui utilise un ton, tu sais, puis qui est hostile, tu sais, ça se ressent. On est des personnes hypersensibles aussi. C'est souvent difficile de l'expliquer. Tu sais, on se fait souvent dire, ah ben là, t'es-tu sûr que c'était comme ça? T'es-tu sûr que, tu sais, que c'est pas toi qui l'as perçu comme ça? Puis ça, c'est insultant de se faire dire ça parce que, crème, on fait juste vivre ça partout où on va. Puis, tu sais, à l'hôpital aussi, c'est comme ça. Tu sais, on dirait que on se fait prendre comme si on faisait semblant d'être malade.
puis qu'on faisait semblant de souffrir, d'avoir mal, parce que juste pour qu'on nous donne des médicaments pour nous soulager, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on est des drogués, puis qu'on va à l'hôpital juste pour des médicaments, ou tu sais, qu'on est tous des saoulons, puis que tu sais, on est tous des drogués, puis qu'on va à l'hôpital juste pour faire semblant, tu sais. Mais c'est pas. Faut pas. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques dans les communautés au niveau de la consommation de substances, d'alcool et tout ça. Mais nous, ça nous tente pas d'aller à l'hôpital pour le fun. Ça nous tente pas. Même si on est extrêmement malade puis qu'on a une grosse plaie, une grosse infection, la plupart des gens veulent pas aller à l'hôpital. Ils attendent vraiment que ça soit critique avant d'y aller. Fait que quand quelqu'un vient pour quelque chose, c'est parce qu'il est vraiment malade. C'est pas pour venir quêter de la médication pour s'automédicamenter. Merci Anne-Marie. Je vais reprendre le contrôle du partage. Voilà. Donc, c'est certain que là, maintenant, on voit vos visages. On aurait aimé ça pouvoir vous entendre là, suite à la diffusion de la vidéo. On aura peut-être la chance de vous entendre à la fin des présentations. On souhaitait tout de même vous partager justement la façon dont ça a été reçu par les participants, participantes et en fait par les centres d'amitié autochtone de Trois-Rivières lorsqu'on l'a présenté le 12 avril dernier. En fait, c'est certain que Jessica était présente à ce moment-là et elle a pu nous faire un suivi puisqu'elle a accouché justement depuis le tournage. Donc, c'est certain que ce qu'elle nous a nommé, c'est elle a vécu ça l'a troublé un peu de voir la vidéo en ce sens où elle a eu une complication lors de sa grossesse qui a fait en sorte qu'elle a dû avoir un changement en fait de prise en charge médicale. Donc, ce n'est pas le médecin dont elle nous parle dans la vidéo qui a pu terminer finalement sa grossesse et procéder à son accouchement. Donc, c'est certain que ce qu'elle nous a reflété, en fait, c'est que autant qu'elle avait une expérience positive, l'expérience réelle s'est avérée un peu moins positive en raison justement d'une prise en charge médicale qui était moins teintée par une ouverture, par certaines habiletés, certaines connaissances, une certaine sensibilité également à la culture autochtone. Donc, on trouvait quand même important de vous le nommer que malgré justement l'expérience, on voit quand même que l'accompagnement par les professionnels de la santé a un impact sur l'expérience globale finalement puis l'appréciation de la grossesse. Inévitablement, lors de la présentation, lorsqu'on en a discuté en groupe, les violences obstétricales, notamment les stérilisations et la contraception forcée ont émergé dans les discussions. On a également eu une femme qui nous a témoigné comme quoi elle et son conjoint souhaitaient avoir un autre enfant. Par contre, de par son expérience négative antérieure, ça teintait son désir finalement d'avoir un autre enfant, sachant pas trop, comme un peu Jessica le mentionnait dans la vidéo, on ne sait jamais comment est-ce qu'on va être accueilli. Fait que pour elle, c'était des craintes qu'elle avait vécues finalement, des peurs qu'elle a vécues dans son expérience antérieure, donc elle avait peur que ça se reproduise. Donc, encore une fois, l'importance d'avoir un accompagnement qui se veut sécurisant finalement. Puis, suite aux discussions, les gens on se sont mobilisés puis ont dit justement la reconnaissance maintenant dans nos milieux de soins d'avoir la chance d'avoir des agents en sécurisation culturelle qui sont disponibles, notamment dans les hôpitaux. Puis, ils nommaient justement la pertinence du rôle joué par ces agents-là, puis que ça serait intéressant de voir leur rôle exporté dans un contexte périnatal aussi. Donc, c'est une piste de solution, bref, qu'ils nous ont nommé là, qui serait intéressante lorsque la femme, naturellement, souhaite être accompagnée par un agent de sécurisation culturelle.
C'est sûr que là, la vidéo, c'est un tout résumé là, pour les chercheurs dans la salle. Le détail des verbatims vont être disponibles, là, sont disponibles dans le mémoire de Justine pour avoir, parce que là, c'est ça, c'est une synthèse, on ne peut pas tout dire, mais c'est d'une grande richesse ces verbatims-là, ces témoignages des femmes qui ont accepté de rencontrer Justine. Dans le fond, les bons coups de ce projet-là, ben, c'est que ça a été avec nos collaboratrices autochtones qui ont fait un travail exceptionnel. C'était un plaisir de travailler avec elles. Puis même s'ils étaient là avec nous, je leur ai déjà dit, ils savent de toute façon, mais puis là, c'est dommage qu'elles ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, mais leur perspective, puis ils ont vraiment travaillé là, autant dans la conception, quand c'était le temps de faire les collègues, les rencontres avec les femmes, ils étaient présentes. Si on avait besoin d'un filet de sécurité, elles étaient là. Dans l'analyse aussi, dans la diffusion, Jessica a beaucoup travaillé avec Justine à diffuser les résultats. Fait que tout ça, c'est une richesse, donner une perspective que moi puis Justine, on n'a pas qu'à Malocton, puis Roxane non plus. Fait que ça ajoute vraiment, c'est vraiment un beau travail d'équipe. Évidemment, un travail de collaboration avec le Centre d'amitié autochtone à Trois-Rivières. L'idée, c'était de les enrichir aussi dans les connaissances. Puis déjà, là, les choses bougent tellement vite qu'il y a déjà des choses en place là, pour améliorer les suivis pour les femmes enceintes. On a présenté le projet, les résultats à 2 reprises, en fait, là, avec les membres qui ont participé, puis les membres du Centre d'amitié. Puis on a essayé aussi de diffuser sous plusieurs formes, pas juste sous forme d'articles scientifiques. L'idée, c'est que le message soit entendu, que les choses puissent changer aussi. Fait que c'était notre souci là, de vulgariser puis de rendre les données accessibles. Tout à fait. Puis, par contre, nos moins bons coups en lien avec le projet, c'est sûr que je ne vous cacherai pas que le contexte socio-sanitaire ne nous a pas aidés en ce sens où les entretiens individuels ont été réalisés en novembre-décembre 2020, donc en plein cœur de la pandémie. Donc, c'est sûr qu'avec bon, les restrictions qu'on connaissait en lien avec les ondes, ça rendait difficile ma présence au Centre d'amitié autochtone pour réaliser les entrevues. Donc, on a réalisé les entretiens via Zoom. Donc, ce qui pouvait créer une certaine barrière là, virtuelle versus le présentiel qu'on connaît. Euh, Par le fait même, en lien avec le contexte, c'est sûr que malgré ma participation dans plusieurs activités, les participantes ne me connaissaient pas nécessairement, justement, puisque ma présence était limitée au centre d'amitié. Donc, ça avait eu, c'est un moins bon coup de ce côté-là. Puis, toujours dans le même ordre d'idée, justement, puisqu'on n'était pas là en présence, c'est la même chose pour le soutien psychologique. Donc, comme Anne-Marie l'a bien mentionné, nos collaboratrices étaient disponibles justement pour assurer un soutien psychologique pardon, à distance suite aux entretiens. Donc, on a tenté tout de même de mettre un filet là, de sécurité, là, considérant les propos qui peuvent être parfois plus sensibles. Puis finalement, dans un autre ordre d'idée, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs délais en termes de diffusion, que ce soit des délais occasionnés par de l'organisation, par des financements. Si on pense que justement, là, j'ai déposé mon mémoire en décembre 2022, donc encore aujourd'hui, on poursuit finalement la diffusion. Puis si on prend encore une fois l'exemple de la vidéo, on voit qu'elle a été tournée en 2023, mais finalement, elle a été présentée au printemps 2024 pour des raisons là, de déménagement et toute autre organisation externe. Toutefois, c'est sûr que il y a eu une certaine perte du momentum, comme on dit, là, en ce sens où lorsqu'on fait des entrevues, on est impliqué dans un projet, bien, c'est sûr qu'on s'attend à avoir des retombées quand même assez rapidement, ce qu'on n'a pas été en mesure là, de fournir, là, ce qui pouvait faire en sorte qu'on perdait comme je l'ai dit, le momentum. Fait que c'est les moins bons coups là, associés au projet. Puis en conclusion, parce que j'ai très hâte d'entendre mes collègues aussi qui présentent après. Puis là, vous avez le code QR si vous voulez accéder directement aux mémoires de Justine. Il y aura un article à venir éventuellement dans les prochains mois, plus court que le mémoire. Donc, pour nous, le projet, on souhaite que les résultats puissent être investis dans la pratique clinique, que ça puisse faire sens, que les infirmières, les médecins, les professionnels de la santé dans le réseau puissent entendre ces résultats-là, puis vraiment en prendre acte, puis agir en conséquence aussi. Puis on n'est pas les premières à le dire, là, que ces expériences-là, plus on va le nommer, plus on va confronter, pas confronter, mais on pourrait dire confronter aussi les professionnels de la santé à ce qui les impacts de leurs soins, peut-être qu'on va s'approcher vers des soins encore plus équitables et plus culturellement pertinents. Ce qu'on veut souligner aussi à la suite de ce projet-là, c'est que l'approche sensible au trauma reste encore peu ou
pas enseigner parfois là, dans le réseau, dans les institutions universitaires ou collégiales, en fait, qui est une approche qui est bonne pour tous, là. Oui, pour les femmes autochtones, mais aussi pour la population en général qui ont vécu des traumas. Fait que c'est une approche vraiment intéressante qui répond aux besoins. Puis en dernier, un message à emporter à la maison. Le projet qu'on vous a présenté émerge vraiment du milieu du Centre d'amitié. C'est pas nous qui avons décidé de faire ce projet-là parce qu'on trouvait que c'est une bonne idée. Fait que si j'ai un message à vous laisser, mais c'est vraiment, si vous souhaitez faire des projets avec des communautés autochtones, avec des institutions, l'idée, c'est vraiment de partir leurs besoins à eux. Des fois, nous, on pense vraiment qu'on a des bonnes idées, mais si c'est pas le bon moment ou si l'idée n'a pas le bon angle, ben, les résultats n'auront pas de sens pour personne. Fait que c'est un peu là-dessus que je voulais terminer. Donc, merci beaucoup. Puis si vous avez des bons mots à dire à Jessica, là, qui était dans la vidéo, écrivez-moi, allez dans le chat, je vais lui transmettre. Merci beaucoup, Miigwech. Merci à vous deux. Le sujet des violences obstétricales, des stérilisations forcées au Québec commence à peine à émerger dans la conscience collective. Donc, c'est un projet important de documenter l'expérience des femmes autochtones parce que souvent, on a tendance à homogénéiser les expériences de tout le monde, à dire que tout le monde vit la même chose, alors qu'il y a vraiment des couches de pression qui ne sont pas souvent prises en considération dans les grands discours. Mais je trouve ça bien aussi de voir qu'il y a des pistes de solutions qui ont déjà commencé à être mises en place, mais aussi qui ont émergé des résultats que vous avez collectés. Donc, merci vraiment là, d'avoir présenté ce beau projet-là. Je suis contente que vous étiez avec nous aujourd'hui. Donc, je vais laisser maintenant à la place, il faut que j'aille trouver nos 3 personnes. Donc, Amélie, Blanchet-Garneau, Widia. On est beaucoup aujourd'hui. Widia, tu es ici. Pim et la dernière, c'est Joanie. Donc, je donne maintenant la place à 3 autres de mes collègues qui sont Joanie Gill, qui est la directrice fondatrice du tapis consultant, Widia Larivière, qui est directrice fondatrice de Mikana, et Amélie Blanchet-Garneau, qui est professeure agrégée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et aussi, est-ce qu'on dit chaire de la CRASIC. Donc, je vais me retirer pour laisser mes 3 collègues partager leur projet avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Audrey. Je vais casser la glace. Moi, je m'appelle Joanie Gill. Tout d'abord, merci pour l'invitation, puis aussi merci à Anne-Marie puis à Justine de votre présentation, puis à Jessica qui n'est pas là, mais c'était magnifique là, l'entrevue. Ça m'interpelle personnellement aussi parce que j'ai travaillé longtemps en santé maternelle infantile comme infirmière. Puis j'étais la seule employée à l'hôpital, dans ce département-là, qui était membre d'une Première Nation. Et on avait là, plus de 30 là, de clientèle autochtone en santé maternelle infantile. Fait que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Puis c'est super intéressant d'avoir le point de vue des femmes autochtones dans leur expérience à la périnatalité, on pourrait dire. Donc, Tenish Kumitnao à vous pour votre beau travail. Je m'appelle Joanie Gill, je l'ai dit, je suis membre de la Première Nation des Pequawagamis-Inuits, puis je vous parle directement de ma communauté ici à Mashtawiyats, comme je l'ai nommé dans le chat. C'est une très bonne idée en passant pour les territoires autochtones dans le chat. Donc, on est sur le territoire des Pequawagamis-Inuits, situé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis infirmière bachelière, j'ai gradué à l'Université du Québec à Chicoutimi, mais maintenant, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. J'ai fondé, je dirige l'entreprise autochtone qui est Utapi Consultant, qui a pour mission de soutenir un processus de décolonisation bienveillante dans la population francophone en accompagnant les changements auprès des individus, des gestionnaires, des étudiants, des enseignants, des professionnels et des alliés aux causes et aux droits des peuples autochtones. Donc, j'ai la chance de faire partie d'un projet de recherche qui est paritaire autochtone à l'octone, qui a pour but là, la co-création de balises de développement et d'évaluation des formations qui sont axées sur la sécurité culturelle et la lutte au racisme autochtone chez les professionnels de la santé. Donc, l'équipe, on est 4 partenaires, donc en parité autochtone à l'octone, comme je disais. Puis aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 d'entre elles. Donc, je passe la parole à Widia.
la rivière. Merci, Joanie. Kwe Kakina Ginawa. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Widia Larivière. Je suis directrice et cofondatrice de Mikana, qui est un organisme autochtone sans but lucratif dont la mission est de sensibiliser différents publics sur les réalités des peuples autochtones. C'est un organisme qui existe déjà depuis bientôt 10 ans, mais c'est depuis plus le 2020 qu'on est actif. Et je suis de la nation Anishinaabe, donc membre de la communauté de Témiscamingue, mais j'habite à Montréal là, depuis, je pense que je le calcule même plus, là, mais depuis plusieurs années. Puis j'ai grandi dans la ville de Québec et j'ai un père québécois, donc j'ai grandi dans les deux cultures toute ma vie. Puis dans le passé, j'ai travaillé pendant longtemps chez Femmes autochtones du Québec. J'étais coordonnatrice jeunesse. Donc, je suis vraiment aussi là, sensibilisée sur les questions qui touchent les femmes autochtones. Puis, j'ai travaillé aussi à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, tout ce qui touche discrimination envers les peuples autochtones, ça me touche vraiment beaucoup aussi. J'étais à la Commission des droits de la personne là, en plein commission vient ici. Fait que je garde tout ça encore en tête aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir de co-présenter le projet de recherche qu'on fait en collaboration. En fait, on est plusieurs partenaires. Donc, oui, il y a Mikana, il y a Utapi, le CRASIC qui est la chaire de recherche autochtone en soins infirmiers. Désolée, des fois, les acronymes, j'ai la difficulté à me rappeler sur le coup. Il y a aussi l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, on travaille tous ensemble et on a développé une entente là, de partenariat. Donc, aussi là, pour parler aussi du processus avant de parler des résultats. Donc, une entente de partenariat où est-ce on parle des principes de contrôle, de possession des données, des rôles et des responsabilités de chacun des partenaires, s'assurer que c'était clair pour tout le monde, puis que le travail allait au-delà aussi des technicalités, puis ça soutient vraiment l'autodétermination des organismes et des peuples autochtones, et pas seulement que ce soit une technicalité d'entente, fait que c'est quelque chose qu'on a pris le temps de faire vraiment au tout début du processus. Puis, je vais laisser la parole à ma collègue Amélie qui va se présenter aussi, puis en dire un peu plus sur le projet. Oui, bonjour, hi. Je ne parle que les deux langues coloniales, le français et l'anglais. Et je suis une femme blanche cisgenre d'origine coloniale française. Et je vous parle aujourd'hui là, du territoire non cédé de la nation ghanéenne Kayhaga. Je suis maman de 2 garçons, professeure agrégée aussi à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et titulaire là, de la CRASIC. Merci, Widia, d'avoir le mot complet. On le refait plus, c'est trop long. En fait, c'est ça, aujourd'hui, on a pensé vous présenter plus sous un mode de discussion, en fait, 3 points principaux. Mais avant toute chose, je voulais vous mentionner aussi qu'on a 2 autres co-chercheurs, en fait 3 co-chercheurs universitaires dans l'équipe. On a Sandro Echaquan, on a Patrick Lavoie et Marie-Lou Bellil. Patrick et Sandro qui sont avec moi à la Faculté des sciences infirmières et Marie-Lou qui est en éducation à l'Université de Sherbrooke. On a aussi toute une équipe là, de coordination et tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous sommes à la recherche d'une personne chercheuse communautaire autochtone. Donc, si vous connaissez une personne autochtone qui a envie d'en apprendre plus sur la recherche et qui a envie de se joindre à l'équipe, n'hésitez pas, on va faire circuler là, via l'ERSA, évidemment, là, ce poste-là très prochainement. Donc, n'hésitez pas là, à interpeller des personnes que vous connaissez qui ont envie de se joindre à nous. On n'a pas besoin d'une grosse expérience. L'idée, c'est vraiment de s'initier à la recherche à travers ce projet qu'on vous présente aujourd'hui, là, à travers 3 grandes questions, un peu comment on a vécu le développement du projet,
les défis qu'on a rencontrés, les stratégies qu'on a utilisées pour les surmonter et les succès et retombées jusqu'à maintenant. Donc, ce projet-là est né vraiment de plusieurs discussions puis préoccupations qu'on avait dans nos cercles respectifs, dans nos réseaux respectifs. Puis, c'est ce qu'on a décidé de mettre en commun ensemble. Puis, ben, c'est ça, ça nous amène à la première question. Donc, comment on a vécu le développement du projet? Et je passe la parole à Wydia. Oui, comment que j'ai vécu le développement du projet? Ben, en fait, ça fait des années là, que je connais Joanie, là, puis qu'on se partage beaucoup de défis là, qu'on vit en commun, puis ça qui m'a présenté aussi là, à Amélie. Puis quand qu'on a commencé à parler en fait du projet, j'ai réalisé que ça touchait vraiment beaucoup des réflexions puis des défis qu'on vivait et qu'on vit encore chez Mikana. Donc, comme j'ai expliqué au début, Mikana, on est un organisme qui fait de la sensibilisation sur les réalités des peuples autochtones. Donc, on anime des ateliers, des formations, donc différentes activités de sensibilisation sur nos réalités dans différents milieux. Puis c'est des jeunes autochtones là, qui animent nos ateliers. Puis à un certain moment, ben, c'est ça, on a réalisé aussi qu'il y a une limite, en fait, aux impacts des activités de sensibilisation ponctuelles, puis que c'est pas ça qui va nécessairement garantir que ça va amener des changements significatifs dans des milieux. Donc, on avait beaucoup, on disait oui à beaucoup de demandes d'activités de sensibilisation, puis c'est ça, à un certain moment aussi, ça amenait un épuisement, là, parce qu'il y a vraiment un phénomène de sursollicitation du milieu autochtone par rapport à une prise de conscience collective importante là, qui a lieu au sein de la société en ce moment. Donc, on est vraiment beaucoup dans les réflexions. C'est comme où est-ce qu'on peut mettre notre énergie, où est-ce qu'on va vraiment avoir du plus-value puis un impact en termes de changement systémique et durable dans les milieux en termes de respect des droits des peuples autochtones, sécurisation culturelle, processus décolonial. Puis un autre défi aussi qu'on vit, c'est que on fait face quand même beaucoup à des publics résistants. Fait que le fait que le projet, en fait, ben, premièrement, le projet était comme vraiment aussi beaucoup axé en co-développement avec nous pour que ça soit axé sur nos besoins, mais dès le départ, je sentais que ça résonnait vraiment avec nos réflexions puis nos besoins. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé chez Mikana de travailler en collaboration dans le cadre de ce projet de recherche. Merci, Wydia. Je pense que c'est à moi. Donc, selon notre petite feuille. En fait, Wydia a nommé un enjeu vraiment important dans la phase de développement du projet, puis c'est vraiment la sursollicitation, puis le temps qui était disponible, en fait, pour les partenaires comme Mikana et Utapi, mais aussi pour l'Ordre, qui est notre autre partenaire. Donc, étant donné que ben, les chercheurs universitaires, ça fait partie de notre travail de tous les jours de monter des projets, de les développer puis de les transformer dans un langage hermétique et peu convivial. Ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour éviter justement que tout ce beau monde-là soit pris à essayer de transférer leurs idées d'une façon pour que les évaluateurs soient capables de comprendre où est-ce qu'on s'en allait avec toutes nos idées. Ce qu'on a fait, c'est que l'équipe plus rattachée aux chercheurs universitaires, on a fait des entrevues avec Joanie, avec Wydia, puis avec aussi là, des personnes de l'Ordre pour vraiment mieux comprendre de quoi chaque organisation avait besoin à travers de ce projet-là, puis comment on pouvait mettre toutes ces belles idées-là ensemble pour formuler un projet qui faisait du sens pour des évaluateurs. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ça a été un petit peu comme une course à relais. Donc, chaque personne a participé à une entrevue. Nous, on a comme fait une espèce de collecte de données là-dessus, puis on a pondu un projet à la fin. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on a réussi, je pense, à éviter la sursollicitation parce que chaque personne était interpellée pour une entrevue là, ça dure à peu près 1h30, presque 2 heures à chaque fois.
Puis après, il y a eu une relecture là, du projet, mais c'était toutes sortes de petits morceaux à imbriquer ensemble. Donc, c'était assez complexe comme demande à faire. Mais bon, finalement, on a eu un résultat positif. Donc, la stratégie a quand même bien fonctionné. Là. Je pense que tout le monde s'est senti écouté, interpellé. Tout le monde s'est retrouvé dans la demande à la fin. Donc, pour nous, ça a été quand même un beau succès aussi là, d'être capable de monter ça de cette façon-là sans que tout le monde soit essoufflé juste après la phase de demande de subvention, là. Je te passe la parole, Joanie. Merci, Amélie. Ben oui, ben tout d'abord, c'est ça, le développement de ce magnifique projet. Il a commencé par, vraiment, ben, comme Wydia l'a mentionné, par un lien de confiance. Tu sais, on se connaissait au début, Wydia et moi, mais aussi, il y a eu un lien de confiance entre Amélie et moi parce on se connaissait déjà avant d'avoir débuté le projet. Donc, ça faisait peut-être 2 ans là, qu'on collaborait sur différents projets. Puis, j'ai vu la façon de travailler de la chaire de recherche. Puis, ça me collait beaucoup. Je sentais qu'il y avait il y avait un respect. Puis, je pouvais aller travailler avec la chaire de façon en sécurité, dans le sens que je savais que j'allais pas être tokenisée, comme on dit. Donc, le lien de confiance était déjà établi. Puis, on m'a même proposé dans le projet le leadership, parce que le projet, c'est sur 3 années, mais on m'a même proposé le leadership là, sur la 2e année, donc avec Outapi Consultant. Donc, j'ai vu que la confiance était vraiment réciproque à ce moment-là. Donc, à chaque fois qu'on a aussi à prendre des décisions, tous les partenaires sont consultés. Donc, tout le monde est considéré. Ça, c'est important. Puis, en tant que partenaire autochtone, je me sentais considérée au même titre que les partenaires autochtones. Puis, les bénéfices ben, on les a établis dès le départ, là, justement, avec les entrevues qu'on a faites au départ et tout. T'sais, on voulait que les bénéfices ou les retombées soient positifs pour toutes les parties. Donc, on me demandait, tu sais, quel bénéfice ça peut amener, ça peut t'amener à toi, ce projet-là. Tu sais, on voulait s'assurer que ça soit quelque chose de, justement, qu'il y ait des retombées positives autant pour toutes les parties. Donc, par exemple, de mon côté, ben, j'avais comme bénéfice, là, c'est sûr que c'est renforcer mes connaissances parce que là, j'arrive pas nécessairement d'un milieu de la recherche, mais tu sais, de renforcer mes connaissances au niveau de la recherche. Mes contacts dans le domaine aussi, ça l'augmentait beaucoup, mais ben, le réseautage aussi dans le domaine des soins infirmiers en milieu autochtone ou dans le domaine de la recherche, etc. Et ça aussi, ça permettait de bonifier mon offre de service chez Outapi Consultant parce que toutes ces recherches-là me permettent d'augmenter mes connaissances par rapport à la sécurité culturelle, etc. Et ça me permet de donner des contenus de plus en plus de qualité aussi au niveau de mon entreprise. Ça augmentait mon CV, mes compétences de recherche décoloniale aussi, parce que c'est une première initiation à la recherche décoloniale pour ma part. Puis je réalise qu'à travers, en connaissant la recherche décoloniale, je réalise que j'ai souvent participé à des recherches décoloniales sans m'en rendre compte que c'était des recherches décoloniales. Donc, avec tout ça, là, j'ai appris. Ben c'est ça, aussi, un autre point positif dans notre partenariat, c'est que quand on se rencontre, les interventions sont bien réparties. On ne sent pas nécessairement qu'on a un spotlight sur nous parce qu'on est autochtone. On n'est pas sous-considéré ou sur-considéré. Tu sais, c'est vraiment tout le monde est interpellé de la même façon. Puis tout le monde a sa place. Puis la façon qu'on veut de s'exprimer est intéressante aussi parce que si on ne veut pas prendre la parole, par exemple, à l'oral, ben, on peut l'écrire à l'écrit, ou si on ne veut pas l'écrire, ben, on peut se rencontrer puis l'expliquer à l'oral aussi. Donc, tu sais, on a comme cette flexibilité-là que ce ne soit pas nécessairement rigide pour amener notre point de vue, là, on peut le faire d'une différente façon. Donc, cette flexibilité-là est importante, puis ça change tout quand on est dans un groupe où que l'ambiance est bienveillante, puis où on est vraiment dans le relationnel. Oui, oui, le projet est super important, mais l'ambiance de travail est très bienveillante, puis ça change tout dans un projet là, pour le mener à terme, que ça soit agréable. Je te laisserai la parole, Amélie, pour la deuxième question qu'on s'est posée et qu'on a réfléchi ensemble. Oui, ben en fait, la deuxième question, ça portait vraiment sur les défis qu'on a rencontrés, puis les différentes stratégies qui ont été mises en place pour surmonter ces défis. Puis, tu sais, en tant que chercheuse universitaire, je vais vous parler du défi de rééquilibrer les pouvoirs parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça
qui retombent dans notre camp, là, les chercheurs universitaires, qui est vraiment important de considérer quand on parle d'un partenariat puis qu'on veut faire des vrais partenariats. Donc, rééquilibrer les pouvoirs, c'est pas mal la base. Puis, il y a vraiment un déséquilibre au niveau justement du volet. On fait un projet de recherche, puis on est considéré les experts de la recherche là, dans le domaine de la recherche, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais bon, c'est comme ça que c'est véhiculé. Puis il y a aussi le fait que, en faisant des partenariats avec des organismes communautaires, puis des organisations qui travaillent à offrir des services, on est vraiment dans des réalités qui peuvent sembler assez différentes et tout ça. Donc, c'est important pour nous de s'assurer que notre fonctionnement soit clair, que tout le monde ait sa place, que l'expertise de chaque membre de l'équipe soit vraiment reconnue, puis qu'on travaille vraiment sur nos forces, qu'on utilise les forces de chaque membre de l'équipe là, à bon escient et tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dès le départ, on s'est doté là, d'un cadre de partenariat qui était quand même très élaboré, là, avec beaucoup de détails sur comment on allait justement prendre en considération là, les principes au CAP. J'ai toujours l'acronyme en anglais ou en français, je ne sais jamais c'est lequel, là, PCAP ou OCAP. Là. Donc, comment on allait prendre en considération chacun de ces principes-là dans nos façons de faire. On a aussi établi un fonctionnement un peu particulier, c'est que pour chacune des années, Joanie vous a abordé ça là, tantôt, pour chacune des années, on a un leadership tout dépendant de nos forces et de nos expertises. Donc, pour la première année, on était plus à un niveau conceptuel dans le projet. Donc, le leadership était porté par les co-chercheurs universitaires. Ensuite, la deuxième année, on est vraiment dans le mode plus implantation, relation avec le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Et là, Joanie avait des belles relations avec le CIUS. Puis côté implantation, ça s'approchait aussi beaucoup de ce qu'elle faisait, elle, dans la vraie vie. Donc, c'est Joanie qui prend le leadership de la deuxième année qui commence cette année. Puis pour la troisième année, Mikana avait des forces justement en partage de connaissances, en échange et tout ça. Donc, c'est Mikana et l'ordre aussi qui ont quelqu'un à la mobilisation des connaissances qui vont prendre le leadership pour la troisième année. Donc, on fait ça comme ça pour les années. Puis, à l'intérieur même d'une année, on a des rencontres dans la petite équipe de leadership de cette année-là, mais on a aussi des grandes rencontres où on se voit toute l'équipe, tous les membres de l'équipe. Puis c'est à ce moment-là qu'on prend les décisions importantes pour le projet, là, pour s'assurer qu'on suive notre vision puis qu'on respecte aussi notre cadre de partenariat tout le temps. Donc, on a vraiment fait ça comme ça au niveau de nos stratégies. Puis, on a aussi, je vous parlais tantôt de la demande de subvention, on a aussi ciblé quand même un organisme puis une opportunité de financement qui acceptait qu'on fasse porter le leadership d'une section de projet par une autre personne qu'un chercheur universitaire, par exemple. Donc, on est allé chercher un financement de développement de partenariat. Donc, ça cadrait vraiment beaucoup avec ce qu'on voulait faire. Puis, on n'était pas trop limité par les règles du programme de financement. Puis, je pense que ça aussi, c'est une stratégie qui a été gagnante pour nous. Parce que finalement, on a eu le financement au complet, puis on n'a pas trop de barrières à lever auprès de l'organisme subventionnaire, là, ce qui n'est pas souvent le cas. Là. Des fois, il faut se débattre puis expliquer qu'est-ce que la décolonisation aux organismes. Donc, c'est un petit peu tannant, mais là, on avait vraiment une belle ouverture aussi de l'organisme subventionnaire. Donc, ça a joué pour nous aussi. Donc, je te relance la balle, Joanie. T'es sur mute. Oui, merci. Oui, c'est ça, on était dans les défis rencontrés. Tu sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis à Machete-Wiyats et il y a plusieurs personnes qui sont à Montréal dans l'équipe. Alors, il y a souvent l'aspect de distance qui est un défi, mais on le règle, c'est sûr, avec maintenant les technologies. On peut se voir à distance sans problème sur Zoom, etc. On peut s'appeler, on peut les courriels, ça va super bien. Le Teams, ça va bien aussi. Puis aussi, on a la chance pendant le projet là, d'avoir quand même une rencontre annuelle là, où on se rencontre vraiment en présence tous ensemble. Donc, ça permet de diminuer un peu le défi de la distance, mais c'était pas mal le plus gros défi que j'avais trouvé là, par rapport à ça pour le projet.
Mais sinon, avec les outils technologiques, là, ça va super bien. Alors, voilà. Wydia, je te laisse parler de ton défi. Oui. Je dirais que pour Mcana, notre défi principal, c'est qu'on est un tout petit organisme avec des capacités organisationnelles limitées. Euh, on est quand même en croissance, là, mais ça se fait vraiment de manière progressive. Fait que chaque fois qu'on a des opportunités de s'impliquer dans des projets, il faut vraiment prendre le temps de justement évaluer comment on peut s'impliquer sans non plus que ça vienne accaparer toutes nos ressources. Puis parce qu'on s'est quand même beaucoup approché là, par des gens qui veulent un partenaire autochtone là, pour différents projets. Fait que c'est ça, on doit vraiment maintenant prendre le temps de bien réfléchir, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on est capable de donner, puis s'assurer aussi que ça réponde à nos objectifs et nos besoins aussi. Fait que en lien avec ce défi-là, c'est ça, c'est le projet finalement est vraiment flexible, là, puis axé justement sur cette réflexion-là, sur comme où est-ce où est-ce que Micana va donner son temps, puis que ça a du plus-value. Donc, tu sais, au quotidien, il y a quand même un comité de travail qui s'implique dans les micro-suivis, dans lequel Micana n'est pas obligé d'être tout le temps présent. Puis là, je dis ça, tu sais, je pense que ça devrait être comme ça dans tous les partenariats qui impliquent des organismes autochtones, mais justement pour qu'on puisse vraiment s'impliquer vraiment juste dans tout ce qui est réflexion, orientation, stratégie, puis pas nécessairement, tu sais, comme dans des micro-suivis de technicalité, tout ça. Fait que pour ça, le projet avait cette flexibilité-là. Puis aussi, je sais que Amélie, là, tu l'as déjà mentionné, mais pour nous, c'était intéressant aussi qu'on puisse s'alterner le lead en fonction de nos forces et nos besoins. Donc, Micana, par exemple, c'est plus au niveau de la 3e année là, qu'on va prendre plus le lead, mais ça n'empêche pas qu'on est quand même impliqué tout le long du projet. Mais durant les 2 premières années, on est vraiment comme, c'est ça, impliqué plus dans orientation, réflexion, stratégie, puis le moment justement qu'on peut contribuer davantage, ça va être au niveau de la 3e année. Fait que c'est ça, fait que c'est les stratégies qui ont été mises en place dans le cadre de la recherche là, pour surmonter ces défis-là. Donc, je laisse la parole à Amélie pour la 3e question. Oui, alors c'est ça la 3e question qu'on s'est posée, quel succès ou retombées on a eu jusqu'à maintenant, parce que comme on vous disait, on est à la fin de la 1re année, mais on a quand même des observations là, à vous partager par rapport à nos expériences. Donc, Joanie, je te laisse aller. Oui, une de mes retombées, des succès, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais il y a quelque chose d'important qui a émergé de ce projet-là, c'est notamment mon implication à la maîtrise en sciences infirmières, donc ma maîtrise que je suis en train de faire, que j'ai commencé cet automne, est directement liée avec ce projet-là, donc s'imbrique dans ce projet-là, donc ça va aller en même temps que mon leadership là, au niveau du projet de cette année. Donc, la maîtrise, c'est ça. C'est le fun d'avoir comme mon projet de maîtrise qui est directement relié avec un projet qui m'interpelle vraiment beaucoup. Puis j'ai la chance d'avoir, dans le fond, c'est ça, au tapis consultant sur le leadership de la 2e phase, comme on a dit, la 2e année. Fait que c'est comme toutes des opportunités en parallèle que je peux faire. Puis, ça me permet aussi d'autres succès, c'est que j'ai pu mettre en contact des personnes autochtones dans le projet. Notamment, on a parlé du CIUS tout à l'heure. On a un CIUS en particulier qui va participer à notre projet, puis que j'ai pu créer là, des relations avec les cadres là-bas là, pour amener le projet dans le milieu. Donc, ça, c'est une belle retombée de mobiliser des gens de cet établissement-là. Dans le CIUS, là, notamment, il y a une personne autochtone et allochtone qui est dans le projet là, au niveau du CIUS. Puis, il y a aussi le fait que je m'initie à la recherche. Ça me permet de tout ce que j'enseigne par rapport à
parce que j'enseigne, ce que je transmets dans mes ateliers ou dans mes conférences ou dans des discussions qu'on a, ben, ça me permet de souvent appuyer sur des données probantes, des choses que je ne faisais pas nécessairement auparavant, mais que là, je peux appuyer avec la recherche. Donc ça, c'est un gros, gros plus pour moi. Puis aussi un gros plus pour les membres de mon équipe aussi. Donc, c'est ça pour moi par rapport au succès qui est retombé des projets. Je peux laisser la parole à Wydia. Oui, c'est à mon tour. En fait, nous, le projet, même s'il n'est pas terminé, puis qu'il n'y a pas comme tout de suite les résultats finaux, tout ça, les réflexions qui sont en cours sont vraiment comme super utiles pour les activités puis le travail de Mikana jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, j'ai des membres de mon équipe aussi là, qui ont eu la chance de participer justement à les cercles de partage sur les réflexions justement sur c'est quoi les repères justement qui vont permettre d'évaluer les impacts là, des activités de sensibilisation. Puis, tu sais, nous, on est vraiment beaucoup dans des réflexions sur justement comme qu'est-ce qu'on veut faire au-delà tu sais, du partage de connaissances, mais vraiment développer les savoir-faire et les savoir-être. Puis, tu sais, on est beaucoup dans des ateliers aussi très participatifs et immersifs et de réflexion là, avec différents publics, notamment au milieu de l'éducation, mais plusieurs autres publics aussi. Notamment, tu sais, la pédagogie, un atelier qui s'appelle la pédagogie de l'inconfort, puis là, où est-ce qu'on va vraiment tu sais, explorer c'est quoi les inconforts des allochtones par rapport à leur relation avec les milieux autochtones, puis comment ça va créer des blocages, etc. Puis toutes les réflexions qui sont ressorties des cercles de partage encore du projet jusqu'à maintenant viennent vraiment nourrir justement là, nos approches dans des activités qu'on anime déjà, là, puis justement dans l'échelle d'impact entre la prise de conscience vers vraiment une transformation sociale, puis des retombées là, en termes de changement systémique dans les milieux. Puis c'est ça, toutes les réflexions aussi, là, justement, qu'on a en termes de public plus résistant ou indifférent. Fait que tout ça, ça vient vraiment nourrir notre travail déjà, même si on est encore dans le processus de réflexion. Puis je pense que plus tard dans le projet, là, vraiment, ça va venir vraiment nourrir aussi beaucoup tout le travail qu'on fait et les impacts qu'on veut avoir. Donc, jusqu'à maintenant, c'est les retombées que ça a eu de notre côté. Donc, je passe la parole à Amélie. Oui, bien, t'en as parlé un petit peu, Wydia. On a fait des cercles de partage. On a utilisé ça comme méthode de collecte de données. Puis pour moi, tu sais, un des grands succès que ça a eu, ces cercles-là, c'est que ça a continué, en fait, de construire notre grand réseau de relations, tu sais, qu'on construit tranquillement, là. Quand on travaille à la lutte contre le racisme envers les Autochtones dans les soins de santé, ben, on est un peu toujours les mêmes personnes à se croiser dans différents événements. Puis c'est ce qu'on a trouvé là, dans les cercles de partage. Ça a vraiment aidé à consolider des relations qu'on avait déjà ou à commencer à construire d'autres relations qu'on a, puis à former un grand réseau de gens qui travaillent tous vers dans la même direction, là. Donc, tout en lien avec la lutte au racisme systémique, puis aussi au soutien à l'autodétermination là, des Autochtones dans les soins de santé. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose qui est super important. On est vraiment ancré dans les relations dans ce projet-là. Puis c'est ce que je pense est un beau succès là, de la première année, puis qui va se continuer là, avec les années qui s'en viennent. Donc voilà, ça met fin à nos 3 questions. Donc, je vais passer la parole à Wydia pour une petite conclusion. Oui, on est dans les temps, my God. Ben OK, oui, une minute. il me reste 1 minute. Ben, pour conclure, en fait, peut-être que je serais juste comme highlighter vraiment tu sais, les grands principes là, qui font que ce projet jusqu'à maintenant est un succès. Puis c'est vraiment des principes de base qui existent déjà dans plusieurs documents là, sur les principes de recherche avec le milieu autochtone. Puis
même juste les principes de base en termes de relations et partenariats avec le milieu autochtone, mais vraiment, je pense que c'est les liens de confiance préalables qui existaient déjà. Donc, le bâtir des relations significatives et de confiance. Toute la question aussi de la réciprocité, d'être à l'écoute vraiment de chacun de nos enjeux, de nos besoins, puis de nos réalités, puis d'avoir la flexibilité aussi de pouvoir se réajuster, puis d'être aussi dans une approche de co-construction, vraiment aussi axée sur les besoins du milieu autochtone, des organismes autochtones aussi, puis que finalement aussi, ça rejoint vraiment un objectif commun qui est tout simplement, en fait, la lutte contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones, qui est quand même un grand objectif assez important, mais qui est aussi assez rassembleur avec plusieurs événements qui ont eu lieu dans les dernières années. Fait que je pense que le groupe, tous les gens qui participent, que ce soit dans les comités ou les cercles de discussion, tout le monde se sent beaucoup interpellé par cette mission-là. Fait que ça, on va continuer à co-construire à ce niveau-là dans le cadre de cette recherche. Et merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Puis on est disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci, Kichiniwach. Merci, Ouidia, Amélie, Joanie. Joanie, si tu veux dire merci, vas-y. Merci. Merci. Merci à vous trois de nous avoir présenté, dans le fond, le développement de ce projet-là. Je trouve ça intéressant, comment est-ce que vous construisez un espace vraiment horizontal où est-ce que tout le monde contribue de façon équitable, mais aussi que vous avez mis en place ou avez accès à des structures qui, on peut quasiment dire décoloniales, dans le sens, tu parlais de la source de financement qui ne vous forçait pas à avoir une personne principale qui est une chercheuse académique, ce qui est on dirait quasiment impossible aujourd'hui dans les milieux de recherche, même si on travaille fort là-dessus. Puis j'ai hâte de voir comment ça va se développer aussi dans le futur, puis d'en apprendre plus, dans le fond, sur les retombées à long terme. Donc, merci. On est maintenant à la période du Q&A, donc des questions et des réponses. Je vais enlever toutes les petites pinouches. Et si je vais déposer aussi dans le chat notre questionnaire, si vous avez le temps de le compléter. C'est complété. Parce que Antidote me chicane tout le temps avec le mauvais verbe que j'utilise. Je pense que c'est remplir, c'est pas compléter. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des commentaires pour les 5 panélistes qu'on avait aujourd'hui, ça serait très apprécié. Donc, je vais laisser l'air ouverte à la discussion. Moi, je vous souhaiterais bravo à tous. Félicitations. C'était ma première présence, puis c'était très intéressant. Merci. Je peux poser une question pour commencer. Moi, c'est pour Anne-Marie et Justine, oui, parce que il y a beaucoup d'entre nous qui ont des expériences avec des accouchements, des expériences personnelles. Et je voulais savoir je ne sais pas s'il y avait des doulas aussi, ou ce genre d'accompagnement pour les femmes avec lesquelles vous avez travaillé. Et sinon, voilà, juste, en tout cas, si c'est quelque chose de prévu, quelque chose qui se passe, parce que moi, en connaissant ça, d'avoir eu mes 2 naissances avec un accompagnement de doula, ça avait aidé aussi à naviguer des difficultés dans un milieu d'hôpital, ouais.
Si je peux me permettre de prendre la balle au bon, Anne-Marie, c'est vraiment une excellente question. Puis oui, en effet, il y a une participante qui avait eu la chance d'être accompagnée par une doula. Puis ça a vraiment ressorti, là, les éléments que vous nommez, c'est vraiment justement d'avoir un accompagnement qui est plus au rythme de la femme, plus peut-être à l'écoute, une certaine ouverture, avoir une meilleure intégration justement de l'aspect naturel de la maternité et non pas de l'aspect médicalisé de la maternité. Donc, oui, c'est vraiment une piste de solution justement qu'on a pu faire ressortir là, l'importance d'avoir des accompagnements avec, comment dire, à la, avec la vision justement, la perception des femmes. Donc, c'est pas toutes les femmes qui souhaitent être accompagnées par des doulas, mais quand elles le souhaitent, c'est vraiment un accompagnement qui est très apprécié quand on questionne. Puis justement, c'est ce qu'elle nous partageait une des participantes. Donc, oui, en effet, très pertinent. Puis même au centre d'amitié, là, depuis le début du projet, là, il y a une sage-femme qui s'implique aussi étroitement avec les femmes, qui les encourage à venir aussi à la maison de naissance ou du moins à s'informer si c'est une formule qui les intéresse. Fait que déjà au centre d'amitié, ça a bougé beaucoup. Il y a de l'intérêt de la part des sages-femmes, mais aussi de la part des femmes des Premières Nations à Trois-Rivières et les environs. Fait que le projet a permis de mettre sur la table quelque chose qui n'était pas nommé. Là. Fait que c'est beau à voir que ça a évolué dans le bon sens, en fait, pour que les femmes soient bien accompagnées en fonction de leurs besoins et leurs souhaits aussi. Là. Ben, je pense que si on a dit tout ce qu'on avait à dire, puis qu'il n'y a pas plus de questions, de commentaires, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je pense que tout le monde a un agenda déjà très chargé ici. Donc, sinon, on se voit en juin. Puis, je veux remercier encore une fois les panélistes qui étaient là avec nous aujourd'hui, Justine, Anne-Marie, Joanie, Lydia et Amélie. La traduction simultanée qui est assumée là, par Mireille depuis le début de nos activités. On est vraiment chanceuse de l'avoir avec nous. Puis évidemment, toutes les personnes qui participent et qui sont dans le public. Donc, une merveilleuse journée à tous et au plaisir de vous revoir là, virtuellement ou dans l'univers réel. Merci. Merci.